La jeune femme qui est arrivée en rollers à son entretien a fasciné le millionnaire qui lui a dit « Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. » Le réveil n'avait pas encore sonné lorsque Sophie ouvrit les yeux en ce lundi décisif. Le ciel sombre de Paris laissait à peine passer les premiers rayons de soleil entre les immeubles de Belleville, quartier populaire où elle habitait depuis sa naissance. Ses 23 ans portaient le poids de responsabilités qui semblaient doubler son âge, mais lui apportaient aussi la force de quelqu'un qui a appris à transformer les obstacles en tremplin. Elle se leva en silence pour ne pas réveiller sa grand-mère, Madame Dubois, qui dormait dans la chambre voisine. La vieille dame était sa seule famille depuis que ses parents étaient partis tenter leur chance à l'étranger, il y a plus de 10 ans, sans jamais donner de nouvelles. La douche froide était son rituel quotidien, non par choix, mais parce que le chauffe-eau était tombé en panne depuis des mois et son salaire de vendeuse à la boulangerie suffisait à peine à couvrir les dépenses essentielles. Tout en fast-up, se préparant, Sophie observait le seul luxe qu'elle s'autorisait. Un mur de coupures de magazines collés au mur, rempli d'images de la société Morel, l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays. Là se trouvait son rêve, matérialisé en photos de bureaux modernes et de manchettes sur l'innovation. Ce matin-là, pour la première fois, ce rêve semblait un peu moins lointain. « C'est le jour J », murmura-t-elle pour elle-même, ajustant la seule chemise de bureau qu'elle possédait, un cadeau de sa professeure de formation en gestion. Le vêtement venait d'une friperie, mais Sophie le gardait impeccable, le réservant pour une occasion spéciale, comme celle-ci. Sa routine était calculée avec précision. Se lever à 5 heures, travailler à la boulangerie de 6 heures à 14 heures, puis courir au centre d'appel où elle était téléopératrice de 15 heures à 21 heures et trouver encore l'énergie pour assister aux cours de formation technique jusqu'à 23 heures. Les week-ends, elle faisait des petits boulots de saisie et étudiait la programmation de base grâce à des vidéos gratuites sur Internet. Mais ce lundi, sa routine allait être différente. Elle avait réussi à échanger son tour à la boulangerie pour pouvoir se rendre à l'entretien chez Morel. Une opportunité qui s'était présentée après des mois d'envoi de CV et après s'être distinguée lors d'une sélection en ligne. C'était sa chance en or, et Sophie le savait. Avec son sac à dos sur les épaules, le même qu'elle utilisait depuis le lycée, elle descendit les escaliers du petit duplex. Au rez-de-chaussée, son vieux vélo l'attendait, comme tous les matins. Cependant, en touchant le pneu avant, son cœur se glaça. Il était complètement dégonflé. Ce n'était pas une petite crevaison qui pouvait tenir jusqu'au soir, c'était une déchirure considérable. Le désespoir commença à l'envahir. Sa réserve d'urgence avait été utilisée pour acheter des médicaments pour sa grand-mère la semaine précédente. Les transports en commun prendraient trop de temps et la feraient arriver en retard. C'est alors qu'en fouillant dans un vieux placard, elle trouva une paire de rollers qu'elle avait reçus lors d'un Noël lointain, quand ses parents étaient encore présents. « C'est de la folie », pensa-t-elle, en essuyant la poussière des rollers. Mais c'était aussi de la folie d'abandonner son rêve à cause d'un pneu crevé. Elle enfila les rollers qui, par miracle, lui allaient encore, bien que serrés. Elle glissa une paire de ballerines dans son sac à dos et, après avoir respiré profondément 3 fois, ouvrit le portail. La ville commençait à s'éveiller lorsque Sophie glissa pour la première fois ce matin-là. L'asphalte était encore humide de la bruine de la nuit précédente et ses mouvements étaient d'abord hésitants. Mais au fur et à mesure qu'elle avançait, l'ancienne habileté de son adolescence revenait. Les roues fendèrent l'air frais du matin, tandis qu'elle se faufilait entre voitures et bus. Le soleil était déjà plus haut quand elle aperçut l'imposant immeuble de la société Morel, avec ses murs de verre reflétant le ciel parisien. Elle s'arrêta dans un petit square à proximité, échangea ses rollers contre ses chaussures et tenta de reprendre son souffle. Son visage était rouge de l'effort et quelques mèches de cheveux s'étaient échappées du chignon méticuleusement fait des heures auparavant. Elle regarda son reflet dans la vitrine d'un magasin. Ce n'était pas exactement l'image qu'elle avait prévue pour son entretien le plus important. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, un mélange de détermination et d'authenticité, qu'aucun tailleur de marque ne pourrait acheter. Le hall de la société Morel était un monde à part. Le sol en marbre italien reflétait les lumières comme un miroir d'eau et l'air conditionné créait une atmosphère contrôlée qui contrastait brutalement avec la chaleur humide de la ville. Sophie observa les autres candidats.
Tous portaient des costumes impeccables et tenaient des porte-documents en cuir véritables. Instinctivement, elle serra plus fort son sac à dos usé, où les rollers formaient une bosse révélatrice. Sophie Martin appela une réceptionniste à la voix cristalline. En se levant, Sophie remarqua les regards étonnés des autres candidats. Son visage était encore rouge de l'aventure matinale et quelques gouttes de sueur s'obstinaient à perler sur son front, malgré l'environnement climatisé. Elle fut conduite le long d'un couloir qui semblait interminable, ses murs décorés de portraits des anciens présidents de l'entreprise. Sur le dernier, elle reconnut le visage qu'elle avait vu tant de fois dans les reportages. Alexandre Morel, l'actuel PDG de la société, connu pour sa discrétion et son génie des affaires. La salle de réunion où elle fut amenée offrait une vue panoramique sur la ville. Paris s'étendait à perte de vue, une jungle de béton que Sophie venait de traverser en rollers. L'ironie la fit presque sourire. « Mademoiselle Martin ?» La voix grave la surprit. Elle se retourna et trouva en chair et en os Alexandre Morel. Il se tenait à la porte, l'observant avec une expression qui mêlait curiosité et quelque chose d'autre qu'elle ne parvint pas à identifier. « Oui, monsieur », répondit-elle, essayant de contrôler le tremblement dans sa voix. Morel entra dans la pièce, suivi de 2 personnes que Sophie identifia comme des directeurs de l'entreprise grâce au badge qu'ils portaient. « Avant de commencer, » dit Morel en s'asseyant, « j'aimerais savoir comment vous êtes venu jusqu'ici aujourd'hui. » Son ton était décontracté, mais ses yeux étaient perspicaces. Sophie hésita un moment. Devait-elle mentir, inventer une histoire plus appropriée pour cet environnement d'entreprise, mais quelque chose en elle lui disait que son histoire, vraie, aussi improbable qu'elle paraisse, était sa plus grande force. « Je suis venue en rollers, monsieur, » répondit-elle, maintenant un regard ferme. « Mon vélo a eu un problème et je ne pouvais pas me permettre d'arriver en retard. » Un silence pesant tomba sur la salle. Les directeurs échangèrent des regards de désapprobation à peine dissimulés. Mais Morel sourit, un sourire presque imperceptible, mais qui atteignit ses yeux. « Montrez-moi les rollers » demanda-t-il à la surprise de tous. Sophie, les mains légèrement tremblantes, ouvrit son sac à dos et en sortit les rollers usés. Morel les examina, attentivement comme s'il s'agissait d'une relique précieuse. « Savez-vous, mademoiselle Martin, qu'il y a 30 ans, j'utilisais aussi des rollers » révéla-t-il à la surprise générale. « Pas par choix, mais par nécessité. Je distribuais des prospectus pour aider ma mère à payer les factures. Les gens riaient, mais j'ai appris que la nécessité nous rend créatifs. » L'atmosphère dans la salle changea subtilement. Sophie sentit comme si une connexion invisible s'était établie entre elle et cet homme puissant. Ce n'était pas de la pitié qu'elle voyait dans ses yeux, c'était de la reconnaissance. « Maintenant, » continua Morel, lui rendant les rollers, « parlez-moi de votre solution au problème de logistique que nous avons présenté dans le test en ligne. » Sophie prit une profonde respiration et commença à expliquer. Elle parla de comment elle avait pensé à une solution basée sur son expérience réelle, en tant que vendeuse, étudiante, comme quelqu'un qui connaissait par cœur les difficultés des transports en commun. Sa présentation était simple, sans jargon recherché, mais chargée de connaissances pratiques et de données qu'elle avait méticuleusement recherchées. Quand elle termina, elle réalisa qu'elle avait parlé pendant près de 20 minutes, sans interruption. Morel l'observait avec un intérêt sincère, tandis que les directeurs prenaient frénétiquement des notes sur leurs tablettes. « Intéressant », murmura Morel, s'adossant à son fauteuil. « Très intéressant. Votre approche est différente de ce à quoi nous sommes habitués. » Sophie ne savait pas si c'était bon ou mauvais, mais elle était fière d'avoir été authentique, d'être restée fidèle à qui elle était, même dans cet environnement intimidant. Les jours qui suivirent à l'entretien furent les plus longs de la vie de Sophie. Chaque appel téléphonique à la boulangerie faisait battre son cœur. Chaque email arrivant dans sa boîte de réception était ouvert avec des doigts tremblants. L'attente rongeait sa tranquillité d'esprit, mais elle restait ferme dans sa routine. Boulangerie, centre d'appel, formation technique, études les week-ends. Madame Dubois percevait l'anxiété de sa petite fille et tentait de la distraire, avec des histoires de sa jeunesse, quand elle avait aussi affronté des préjugés et des difficultés en tant que femme essayant de s'établir comme couturière à Paris. « Ma fille, » disait-elle en préparant un café fort un matin de samedi,
Parfois, les murs les plus hauts sont ceux que nous ne pouvons pas voir. Sophie comprenait bien ce que sa grand-mère voulait dire. Durant l'entretien chez Morel, malgré l'apparente connexion avec Alexandre Morel, elle avait senti les regards des directeurs, ce mélange de malaise et de condescendance qu'elle connaissait si bien. C'était le même regard qu'elle recevait lorsqu'elle entrait dans des boutiques chères pour acheter un cadeau pour sa grand-mère ou quand elle s'asseyait aux meilleures places dans le bus. À la boulangerie, sa patronne, Madame Leclerc, était devenue une sorte de confidente involontaire. « Tu as tous les droits de rêver grand, ma petite », disait-elle pendant qu'elles organisaient les étagères avant l'ouverture. « Mais ne laisse personne te convaincre que tu ne mérites pas d'y arriver. » C'est un mardi pluvieux que l'email arriva. Sophie était en pause au centre d'appel, mangeant un sandwich à la hâte quand son téléphone vibra. Le message venait de Morel, mais ce n'était pas ce qu'elle espérait. « Nous vous remercions de votre intérêt. Processus de sélection très compétitif. » Malheureusement, les mots se brouillaient sur l'écran tandis que ses yeux se remplissaient de larmes contenues. Ce soir-là, à la formation, sa professeure Isabelle remarqua son abattement. Après le cours, elle appela Sophie pour une conversation. « Raconte-moi ce qui s'est passé », demanda-t-elle, avec cette gentillesse qui était sa marque de fabrique. Sophie se confia, parlant de l'entretien, des rollers, de la connexion apparente avec le PDG et finalement du rejet. « Tu sais ce que je pense ?» dit Isabelle après avoir écouté attentivement. « Je pense que tu les as effrayés. Pas par manque de compétences, mais par excès d'authenticité. Certaines entreprises disent qu'elles veulent de l'innovation, mais elles s'effraient quand elle apparaît en rollers et sans pédigré. » Sophie rit, même sans le vouloir. C'était un rire amer, mais nécessaire. « Et que dois-je faire maintenant ?» demanda-t-elle, plus pour elle-même que pour la professeure. « Maintenant, » répondit Isabelle, en prenant un livre dans son sac, « tu étudies davantage, parce que la connaissance est la seule chose que personne ne peut te prendre. » Le livre portait sur la programmation avancée, quelque chose que Sophie essayait d'apprendre par elle-même. « C'est un prêt, » ajouta Isabelle avec un sourire, « mais tu peux le garder aussi longtemps que nécessaire. » Dans les jours qui suivirent, Sophie plongea encore plus profondément dans ses études. Aux petites heures du matin, après être rentrée de sa formation, elle dévorait le livre de programmation. Pendant les pauses au centre d'appel, elle regardait des tutoriels vidéo sur son téléphone. À la boulangerie, entre un client et un autre, elle pratiquait mentalement les codes. Sa détermination attira l'attention de Thomas, un client régulier de la boulangerie qui travaillait dans le développement de logiciels. En la voyant toujours avec des livres de programmation, il commença à échanger des idées techniques avec elle pendant son petit déjeuner. « Tu as une façon différente de penser », commenta-t-il un jour. « Tu vois des solutions là où la plupart ne voient que des problèmes. » Ce que Sophie ne savait pas, c'est que pendant qu'elle se consacrait à surmonter sa déception, son histoire était sur le point de prendre un tournant inattendu. Chez Morel, une réunion du conseil d'administration était en cours, et son nom avait surgi lors d'une discussion animée sur l'avenir de l'entreprise. La première fois que Sophie vit son visage sur l'écran du téléphone d'une cliente de la boulangerie, elle crut avoir une hallucination. La dame, une retraitée qui commandait toujours du pain grillé les jeudis matins, écarquilla les yeux en la reconnaissant et faillit renverser son café. « C'est vous, la fille aux rollers !» s'exclama la dame, tournant l'écran de son téléphone pour que tous puissent voir. Dans la vidéo filmée par quelqu'un à l'entrée de Morel, Sophie apparaissait arrivant à l'immeuble d'entreprise, échangeant ses rollers contre des chaussures avec une dignité qui contrastait avec la situation insolite. La vidéo avait été postée sur un réseau social avec la légende « Pendant que certains se plaignent de la vie, d'autres font l'impossible pour atteindre leurs rêves. » Cette jeune femme est arrivée en rollers à un entretien d'embauche dans la plus grande entreprise technologique du pays. En quelques heures, l'enregistrement devint viral, des milliers de partages, des centaines de milliers de likes. Les gens commencèrent à créer des hashtags. La fille aux rollers, embaucher Sophie, Morel ouvrait les yeux. Des blogs sur l'emploi et des sites d'information se précipitaient pour raconter son histoire. Madame Leclerc, voyant l'affluence inhabituelle dans la boulangerie, maintenant pleine de gens qui venaient plus pour voir Sophie que pour acheter du pain, décida de lui donner quelques jours de congé. « Va mettre de l'ordre dans ce chaos, ma petite, et n'oublie pas qui nous sommes quand tu deviendras célèbre. » À la maison, Sophie essayait de comprendre tout cela. Son téléphone ne cessait de sonner avec des appels de numéros inconnus. Des journalistes voulaient des interviews,
Des pages d'inspiration demandèrent des témoignages, des entreprises d'articles de sport sondaient d'éventuels partenariats. C'était surréaliste. Sa grand-mère observait tout cela avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Ma petite fille, disait-elle, tu remues quelque chose de plus grand que toi. Tu montres à ces gens que le talent ne choisit pas son berceau. » Au centre d'appel, la situation devint intenable. Les clients la reconnaissaient à sa voix et détournaient les appels du sujet original pour poser des questions sur son histoire. Son superviseur, un homme traditionnellement rigoureux, l'appela pour une conversation. À sa surprise, ce n'était pas un avertissement. « Sophie, dit-il avec un sérieux inhabituel, tu inspires les gens. Ma fille a vu ta vidéo et a dit qu'elle voulait être comme toi quand elle serait grande. Elle a 10 ans. » Les paroles du superviseur la frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Jusqu'à ce moment, Sophie n'avait pas pris la mesure de l'impact que son histoire causait. Ce n'était plus seulement à propos d'elle ou d'un emploi, c'était à propos d'espoir, de briser des barrières, de montrer que les rêves n'ont pas ce besoin d'adresse pour exister. Au milieu de ce tourbillon, un commentaire en particulier attira son attention. Il venait d'une employée de Morel, écrit sur sa page personnelle « Je travaille depuis 15 ans dans l'entreprise et je n'ai jamais vu le conseil aussi divisé. La vidéo de cette jeune femme fait repenser à tout le monde nos processus de sélection. Certains directeurs sont furieux, d'autres demandent une réévaluation urgente. Alexandre Morel ne s'est pas encore prononcé, mais on dit qu'il est différent depuis son entretien. » Sophie garda cette information précieusement, sans créer d'attente. Après tout, elle avait déjà appris que les viralisations passent, que les sujets tendances disparaissent et que la vie réelle continue avec ses factures à payer et ses défis quotidiens. Thomas, le client programmeur de la boulangerie, apparut chez elle un soir apportant son ordinateur portable. « J'ai vu ta vidéo, dit-il, et j'ai décidé que je devais faire quelque chose. Je vais t'enseigner la vraie programmation, pas cette chose. Basique des tutoriels. Tu as trop de talent pour rester à attendre une opportunité. Nous allons en créer une. » Et ainsi, pendant que le monde virtuel bouillonnait avec son histoire, Sophie commença à construire quelque chose de concret. Dans ses heures libres, qui étaient peu nombreuses, elle apprenait avec Thomas les fondements du développement de logiciels. Il était un professeur exigeant mais patient et était impressionné par la rapidité avec laquelle elle absorbait les concepts les plus complexes. Dans la salle de réunion du 30e étage de Morel, l'ambiance était tendue. Alexandre, Morel contemplait la ville à travers les fenêtres panoramiques tout en écoutant les voix exaltées de ses directeurs. La vidéo de Sophie était devenue un problème institutionnel, divisant les opinions et remettant en question des politiques internes qui existaient depuis des décennies. Nous ne pouvons pas laisser une vidéo virale dicter nos décisions d'entreprise, argumentait François Dupont, directeur des ressources humaines, gesticulant avec un dossier de documents. Nous avons des processus établis, des critères rigoureux. Si nous cédons maintenant, quel message enverrons-nous? Hélène Vasseur, directrice de l'innovation, leva les yeux au ciel. Le message que nous sommes une entreprise du 21e siècle, c'est regarder ses commentaires sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas seulement à propos de la fille aux rollers, c'est à propos de transformation, d'ouvrir des portes aux vrais talents, indépendamment de l'emballage. Morel restait silencieux, son esprit revenant à cet entretien. Il y avait quelque chose chez Sophie qui l'intriguait profondément. Ce n'était pas seulement son histoire qui ressemblait tant à la sienne, c'était sa capacité à penser différemment, à trouver des solutions là où d'autres ne voyaient que des problèmes. « Alexandre » interpella Claire Mercier, la vice-présidente. « Exécutive, nous avons besoin de votre position. La presse n'arrête pas d'appeler, les employés commentent, nos concurrents utilisent cela pour se promouvoir comme des entreprises plus inclusives. » Pendant ce temps, à la boulangerie, Sophie vivait son propre tourbillon. Les leçons avec Thomas avançaient rapidement et elle découvrit qu'elle avait un talent naturel pour la logique de programmation. En 2 semaines, elle avait déjà créé sa première application, un système simple qui aidait Madame Leclerc à gérer le stock de la boulangerie. « Tu te rends compte à quel point ça va me faciliter la vie ?» s'exclama Madame Leclerc, émerveillée par la tablette qui montrait désormais tout le mouvement des produits. « Ma petite, tu es née pour quelque chose, de plus grand. » Les paroles de Madame Leclerc résonnaient dans son esprit alors que Sophie continuait sa routine. Au centre d'appel,
son superviseur l'avait transférée au secteur du support technique, où elle pouvait utiliser ses nouvelles connaissances technologiques. À la formation, Isabelle l'invita à donner une conférence sur son expérience aux autres étudiants. « Mais madame, je n'ai même pas obtenu le poste », protesta Sophie. « Il ne s'agit pas du poste », répondit Isabelle. « Il s'agit de ne pas abandonner, de se réinventer, d'utiliser chaque nom comme un tremplin pour grandir. » La conférence fut un succès inattendu. Sophie parla de ses peurs, de ses doutes, mais surtout de comment chaque obstacle l'avait forcée à trouver des solutions créatives. Les étudiants la bombardèrent de questions et beaucoup restèrent après le cours pour discuter davantage. À la maison, Madame Dubois observait les changements chez sa petite fille avec des yeux humides. Sophie était différente, non seulement plus confiante, mais plus sereine, comme si elle avait trouvé son véritable chemin. « Tu sais, mamie, » dit Sophie un soir tout en aidant la vieille dame avec ses médicaments, « je crois que j'ai enfin compris ce que tu disais toujours à propos des murs invisibles. Ils ne sont invisibles que jusqu'à ce qu'on commence à les briser. » Chez Morel, la réunion du conseil continuait. Morel se tourna finalement pour faire face à ses directeurs, son expression déterminée. « Vous avez tout raison, » dit-il, surprenant tout le monde. « Et tous tort en même temps. »« Comment ça ?» questionna François Dupont. « Nous discutons de la mauvaise personne, » continua Morel. « Ce n'est pas à propos de la fille aux rollers, c'est à propos de ce qu'elle représente. À propos de combien. De talent nous perdons à cause de nos propres préjugés déguisés en processus établis. » Le silence s'empara de la salle. Morel marcha jusqu'à la table centrale et ouvrit son ordinateur portable. « Je veux vous montrer quelque chose, » dit-il, projetant sur l'écran une série de graphiques. « Voici les résultats des 5 dernières années. Innovation, créativité, solutions disruptives, toutes les métriques sont stagnantes. Savez-vous pourquoi ? Parce que nous continuons à pêcher dans le même lac, avec les mêmes appâts. » L'application que Sophie avait créée pour la boulangerie commença à attirer l'attention d'autres petits commerçants du quartier. Le boucher du coin fut le premier à demander une version adaptée pour son commerce. Puis vinrent la fleuriste, le magasin de matériaux de construction et même le petit marché de Madame Bertrand. Thomas observait le développement de son élève avec un mélange de fierté et d'admiration. « Tu ne fais pas que programmer, » dit-il tout en révisant le code d'une adaptation supplémentaire du système. « Tu démocratises la technologie, apportant des solutions à ceux qui n'y ont jamais eu accès. » Les paroles de Thomas plantèrent une graine dans l'esprit de Sophie. Durant ses pauses au centre d'appel, elle commença à ébaucher un projet plus ambitieux. Une plateforme qui permettrait aux petits commerçants d'avoir accès à des outils de gestion simples et accessibles. « C'est comme si je rendais à Klein Communauté », expliqua-t-elle à sa grand-mère, tout en travaillant sur son vieil ordinateur portable jusqu'à tard dans la nuit. « Toute cette attention que j'ai reçue à cause de la vidéo, je veux la transformer en quelque chose de concret. » Madame Dubois sourit, ajustant son châle sur ses épaules. « Ta mère serait fière de toi, ma fille. » Elle aussi avait ce don de voir au-delà de l'évident. La mention de sa mère fit monter une boule dans la gorge de Sophie. Il y avait si longtemps qu'elle n'avait pas de nouvelles. Mais il n'y avait pas de temps pour la mélancolie. Son projet devait avancer. Un après-midi, alors qu'elle implémentait de nouvelles fonctionnalités dans le système de la fleuriste, Sophie reçut une visite inattendue. Hélène Vasseur, la directrice de l'innovation de Morel, se tenait à la porte du magasin, l'observant travailler. « Impressionnant, » dit Hélène s'approchant. « En 2 semaines, tu as fait plus pour la numérisation du commerce local que beaucoup de start-up en plusieurs mois de développement. » Sophie se figea. Comment Hélène avait-elle découvert son projet? Comment savait-elle où la trouver? « Détends-toi, » continua Hélène, remarquant son malaise. « Je ne suis pas ici officiellement. En fait, je suis venue contre les recommandations des RH, mais je devais voir de mes propres yeux. » Au cours des 2 heures suivantes, Hélène écouta attentivement tandis que Sophie expliquait sa vision pour la plateforme. La directrice posait des questions perspicaces, prenait des notes, suggérait des améliorations. « Sais-tu quel est le problème de Morel ?» dit Hélène après un long silence. « Nous sommes devenus tellement focalisés sur les grandes solutions que nous avons oublié les petites révolutions. Regarde autour de toi, tu transformes des vies avec une technologie accessible. » Avant de partir, Hélène laissa sa carte à Sophie. « Continue à développer ton projet et ne sois pas surprise si tu reçois quelques appels dans les prochains jours. » Chez
Morel, la présentation de Morel au directeur était terminée. Ses paroles sur l'innovation et la stagnation résonnaient encore dans la salle, lorsque Claire Mercier, la vice-présidente, demanda la parole. « Alexandre a raison », déclara-t-elle, « mais nous devons aller au-delà de simplement reconnaître le problème. Nous avons besoin d'actions concrètes. » François Dupont, le directeur des RH, résistait encore. « Et que suggérez-vous? Ignorer tous nos protocoles d'embauche ?»« Non », répondit Morel, un sourire apparaissant sur ses lèvres. « Nous allons créer de nouveaux protocoles. Un nouveau département, en fait. Quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant dans le monde de l'entreprise française. » Les directeurs se regardèrent, intrigués. Morel poursuivit. « Je veux créer le Centre d'innovation sociale et technologique. Un département qui identifiera et développera des talents non conventionnels, des personnes qui, comme Sophie, ont du potentiel mais n'ont pas eu les mêmes opportunités que la majorité de nos employés. » La proposition était audacieuse, disruptive et, pour certains des présents, effrayante. Mais Morel ne demandait pas la permission. Il annonçait une décision. Le jour se leva différemment dans le quartier de Belleville. Une camionnette de la plus grande chaîne de télévision du pays était stationnée devant la boulangerie de Madame Leclerc. La journaliste, une femme élégante avec un microphone à la main, attendait anxieusement l'arrivée de Sophie. « Je n'arrive pas à croire que tu vas passer à la télé !» s'exclama Madame Leclerc, ajustant son tablier et essayant d'organiser la boulangerie pour les caméras. « Ma boulangerie va devenir célèbre !» Sophie arriva à l'heure habituelle, 5h45 du matin. Sa routine inchangée malgré l'agitation. Le vélo, maintenant avec le pneu réparé grâce à une collecte faite par les clients de la boulangerie, était garé à sa place habituelle. « Sophie Martin », commença la journaliste, « la fille aux rollers qui a conquis Internet et montré que la détermination n'a pas de classe sociale. Comment te sens-tu d'être un symbole de dépassement pour tant de personnes ?» La question prit Sophie au dépourvu. Symbole de dépassement? Elle essayait simplement de survivre, de faire de son mieux avec ce qu'elle avait. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une petite foule commença à se former autour de la boulangerie. « Elle m'a aidé à informatiser ma boutique de fleurs », cria Madame Rose, la fleuriste. « Maintenant, je ne perds plus de commandes. » « Le système qu'elle a créé a doublé mes ventes », ajouta Monsieur Georges de l'épicerie. La journaliste, réalisant qu'il y avait une histoire encore plus grande là, commença à interviewer les commerçants locaux. Sophie observait, mi-gênée, mi-fière, tandis que ses voisins décrivaient comment son travail technologique transformait le quartier. Thomas apparut pendant l'enregistrement, portant son ordinateur portable. « Je suis venu te montrer quelque chose, » dit-il, ouvrant l'ordinateur. « Tu te souviens de ton idée de plateforme pour les petits commerçants? J'ai passé le week-end à structurer le projet. Regarde, sur l'écran, un plan détaillé montrait comment la solution pourrait être étendue à d'autres quartiers, d'autres villes. » La journaliste, qui s'était approchée silencieusement, écarquilla les yeux. « C'est incroyable !» s'exclama-t-elle. « Vous vous rendez compte de l'impact que cela pourrait avoir? Combien de petits entrepreneurs pourraient en bénéficier ?» De l'autre côté de la ville, dans le bureau d'Alexandre Morel, l'entrepreneur regardait le reportage en direct sur son téléviseur. À ses côtés, Hélène Vasseur souriait, satisfaite. « Tu vois, dit-elle, pendant que nous discutions des processus de sélection, elle était déjà là-bas, faisant bouger les choses. Sans ressources, sans soutien d'entreprise, sans rien. D'autre que de la détermination et du talent. » Morel acquiesça, pensif. Et le plus impressionnant, c'est qu'elle ne fait pas ça pour attirer l'attention ou obtenir un emploi. Elle veut sincèrement aider sa communauté. « C'est exactement pour cela que nous avons besoin d'elle, » répondit Hélène. « Pas seulement pour ce qu'elle peut faire, mais pour ce qu'elle représente. C'est le changement dont nous parlons tant, qui se produit naturellement. » À la boulangerie, le reportage continuait. La journaliste interviewait maintenant Madame Dubois qui était arrivée en hâte en apprenant l'agitation. « Ma petite fille a toujours été comme ça, disait. » La vieille dame, les yeux brillants de fierté. Quand elle était petite, elle réparait déjà les jouets des autres enfants, toujours à penser aux autres, toujours à vouloir aider. Sophie écoutait tout cela avec une boule dans la gorge. Elle pensait à ses parents, à comment ils aimeraient voir où elle était arrivée. Ce n'était pas exactement le chemin qu'elle avait planifié, mais c'était peut-être encore mieux. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message d'un numéro inconnu. « Mademoiselle Martin,
Ici la secrétaire de M. Alexandre Morel. Il aimerait fixer une réunion avec vous pour demain à 10 heures. Veuillez confirmer votre disponibilité. » Sophie relut le message 3 fois. Son cœur s'accéléra. Que pourrait vouloir Alexandre Morel avec elle maintenant? Serait-ce un autre entretien? Une proposition? Ou peut-être, la nuit précédant la réunion avec Morel fut une nuit d'insomnie pour Sophie. Allongée dans son lit étroit, elle repassait mentalement chaque ligne de code qu'elle avait écrite, chaque solution qu'elle avait implémentée dans les commerces du quartier. Était-ce assez bon? Était-elle prête pour ce qui l'attendait? « Mange correctement, ma petite », insista Madame Dubois le matin suivant, poussant une assiette de crêpes dans sa direction. « Tu ne vas pas affronter une journée importante l'estomac vide. » Cette fois, Sophie décida de prendre le bus jusqu'à Morel. Elle voulait arriver impeccable, professionnelle. Elle porta la même chemise que lors de l'entretien, qui n'était plus son seul vêtement formel, car sa professeure Isabelle avait insisté pour l'emmener acheter quelques pièces basiques avec l'argent qu'elle gagnait maintenant grâce à ses projets technologiques. Dans le hall de Morel, la réceptionniste la traita différemment cette fois. Il n'y avait plus de regards étonnés, seulement du respect professionnel. « Monsieur Morel vous attend au 30e étage », informa-t-elle, lui remettant un badge de visiteur VIP. L'ascenseur panoramique montait silencieusement, et Sophie observait la ville grandir sous ses pieds. Paris était vraiment une ville de contraste, pensa-t-elle. D'en haut, on ne pouvait pas distinguer où finissait la banlieue et où commençait le centre financier. C'était un tout, un organisme vivant et pulsant. « Sophie !» La voix d'Hélène Vasseur la surprit quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. « Ravi que tu sois venu. Viens, Alexandre nous attend. »« Nous attend ? Ce ne serait donc pas une réunion en tête-à-tête avec Morel ?» La salle de réunion était différente de la dernière fois. En plus de Morel et d'Hélène, il y avait quelques autres personnes que Sophie ne connaissait pas. Une table de petit déjeuner élaborée était disposée dans un coin et un grand écran affichait quelques graphiques et présentations. « Sophie », commença Morel, se levant pour la saluer. « D'abord, je tiens à m'excuser. » La demande d'excuses la prit au dépourvu. Le PDG de la plus grande entreprise technologique du pays s'excusait auprès d'elle. « M'excuser parce que j'ai laissé des processus rigides et des préjugés voilés empêcher Morel de reconnaître un talent authentique. Mais nous sommes ici pour corriger cela. » Hélène prit la parole. « Sophie, nous avons vu ce que tu as fait à Belleville. La façon dont tu utilises la technologie pour transformer la réalité des petits entrepreneurs est exactement le type d'innovation dont nous avons besoin. » Morel fit un geste et la présentation à l'écran changea. Nous créons quelque chose. De nouveau chez Morel, un département axé sur l'identification et le développement de talents non conventionnels, des personnes qui, comme toi, ont le pouvoir de révolutionner le marché précisément parce qu'elles pensent différemment. Sophie sentit son cœur s'accélérer. Elle commençait à comprendre où cette conversation allait mener. « Nous voulons que tu diriges ce département », compléta Hélène, « pas seulement comme employée, mais comme directrice du Centre d'innovation sociale et technologique. » Le bros. Silence qui suivit fut assourdissant. Sophie regarda chaque visage dans la salle, cherchant des signes que c'était une plaisanterie. Mais tous semblaient mortellement sérieux. « Je n'ai même pas de diplôme universitaire », balbutia-t-elle. Finalement. « Steve Jobs non plus », répondit Morel avec un sourire. « Ce que tu as est plus précieux. Vision, détermination et capacité à créer des solutions réelles pour des problèmes réels. De plus, continua Hélène, Morel financera ton éducation formelle, université, master, ce que tu voudras étudier. Mais en attendant, nous voulons que tu commences à mettre en œuvre tes idées à grande échelle. » Sophie pensa à Madame Leclerc, à Monsieur Georges, à tous les petits commerçants qui lui avaient fait confiance. Elle pensa à sa grand-mère, à ses parents lointains, à tous ceux qui avaient un jour douté qu'une personne de la banlieue puisse aller si loin. Sophie demanda un jour pour réfléchir à la proposition. Elle quitta Morel la tête qui tournait, portant une pochette pleine de documents détaillant le projet du nouveau département. Dans le bus de retour chez elle, elle ouvrit la pochette et commença à lire chaque détail de ce qui serait sa nouvelle fonction. Le Centre d'innovation sociale et technologique ne serait pas seulement un département d'entreprise de plus,
Ce serait un incubateur de talents, un espace pour identifier et développer des personnes au potentiel innovant qui, en raison de diverses circonstances, n'avaient jamais eu accès aux opportunités traditionnelles du marché. C'est beaucoup de responsabilités, murmura-t-elle pour elle-même tandis que le bus serpentait dans les rues de Paris. Son premier arrêt fut à la boulangerie. Elle devait parler avec Madame Leclerc, qui, plus qu'une patronne, était devenue une mentor ces dernières années. « Bien sûr que tu dois accepter », s'exclama Madame Leclerc après avoir écouté toute l'histoire. « Mais à une condition, tu ne peux pas abandonner notre petit système. Il est devenu le chouchou de la boulangerie. » Sophie rit, sentant un poids s'envoler de ses épaules. « En fait, Madame Leclerc, je pensais à étendre le système, en faire un projet pilote du nouveau département. Imaginez combien d'autres boulangeries, épiceries et petites entreprises nous pourrions aider. » Les yeux de Madame Leclerc brillèrent. « C'est bien, ma petite, toujours avoir grand. » L'arrêt suivant fut à son centre de formation. Elle trouva la professeure Isabelle corrigeant des travaux dans la salle des professeurs. « Sophie, c'est extraordinaire, » dit Isabelle, après avoir entendu parler de la proposition. « Mais je vois que tu hésites. Qu'est-ce qui t'inquiète ? Et si je n'étais pas prête? Et si je décevais tout le monde ?» Isabelle laissa les copies de côté et regarda directement dans les yeux de son élève. « Tu te souviens de ton premier jour de cours ici? Tu savais à peine allumer un ordinateur. Aujourd'hui, tu développes des systèmes qui changent la vie des gens. Tu n'es jamais prête, tu le deviens en faisant. » Au centre d'appel, son superviseur fut sincèrement heureux de la nouvelle. « Je savais que tu ne resterais pas ici pour toujours, » dit-il, avec un sourire fier. « Mais avant que tu partes, pourquoi ne pas implémenter ces améliorations du système que tu as toujours suggérées ?» Le dernier arrêt fut à la maison. Madame Dubois était assise dans son fauteuil à bascule, tricotant une écharpe malgré la chaleur parisienne. « Mamie, » commença Sophie, s'asseyant au pied de sa grand-mère, comme elle le faisait enfant. « J'ai besoin de ton opinion sincère. » Elle raconta tout, la proposition, le salaire, qui était plus qu'elle n'avait jamais rêvé gagner, les avantages, l'opportunité d'étudier, tout. Madame Dubois écoutait en silence, ses aiguilles à tricoter dansant dans l'air. « Tu sais ce que ta mère m'a dit avant de partir ?» dit finalement la vieille dame, que sa plus grande peur était que tu restes coincé ici, comme elle l'avait été, que tu n'aies pas la chance de montrer au monde ta valeur. Sophie sentit des larmes se former dans ses yeux. C'était rare que sa grand-mère parle de sa mère. « Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Accepter cette proposition et peut-être échouer, ou refuser et passer le reste de ta vie à imaginer ce qui aurait pu être ?» La question de Madame Dubois frappa Sophie comme un éclair. Soudain, tout devint clair. Elle prit son téléphone et envoya un message à Hélène Vasseur. « J'accepte le défi. Quand commençons-nous » La réponse vint presque instantanément. « Excellent. Demain 9h. Apporte tes idées et ton courage. Nous allons révolutionner le marché. » Cette nuit-là, Sophie ne put à nouveau pas dormir. Mais cette fois, ce n'était pas l'anxiété, c'était l'enthousiasme. Son ordinateur portable était ouvert sur la table. Plusieurs onglets du navigateur montrant des recherches sur la gestion d'équipe, les méthodologies agiles, des cas de réussite d'inclusion sociale par la technologie. Le premier jour de Sophie en tant que directrice du Centre d'innovation sociale et technologique de Morel commença différemment de tous les autres. Il n'y avait plus de réveil à 5 heures, ni de douche froide, ni de pain rassis. À la place, un chauffeur l'attendait devant chez elle, envoyé par l'entreprise pour venir la chercher. « Tout cela n'est pas nécessaire », avait-elle dit à Hélène, quand elle apprit les avantages qu'elle recevrait. Mais la directrice fut ferme. « Sophie, tu es maintenant une cadre de Morel. Nous devons nous assurer que tu disposes de toutes les conditions pour faire ton travail de la meilleure façon possible. » En arrivant à l'entreprise, elle fut dirigée vers son nouveau bureau, une vaste pièce au 28e étage avec vue sur la ville. Sur le bureau, un ordinateur portable dernier cri l'attendait avec une carte de bienvenue signée par toute la direction. Première réunion dans 30 minutes. L'informa sa nouvelle assistante, une jeune femme nommée Patricia. L'équipe est impatiente de te rencontrer. Équipe, Sophie s'habituait encore à l'idée qu'elle aurait des personnes travaillant sous sa direction. Hélène lui avait donné carte blanche pour constituer son équipe avec une seule condition.
Elle devait chercher des talents dans des lieux non conventionnels. La salle de réunion était pleine quand elle entra. Des visages curieux l'observaient, certains admiratifs, d'autres sceptiques. Sophie respira profondément et commença. « Bonjour à tous, je m'appelle Sophie Martin, et oui, je suis la fille aux rollers. » Quelques rires discrets brisèrent. « La glace !» Sophie poursuivit. « Mais aujourd'hui, je ne suis pas ici pour parler de rollers. Je suis ici pour parler de transformation. » Dans les 40 minutes qui suivirent, elle présenta sa vision pour le centre. Elle parla du projet pilote qu'elle avait développé à Belleville, de comment une technologie simple pouvait transformer de petites entreprises, de l'importance de repérer des talents que le marché ignorait traditionnellement. « Notre première mission, annonça-t-elle, sera d'étendre le système que nous avons créé à la boulangerie à un réseau de petits commerces. Mais nous ne voulons pas seulement fournir de la technologie, nous voulons former des personnes de ces communautés pour qu'elles puissent elles-mêmes développer et maintenir ces systèmes. » Thomas, qui avait été son premier embauché en tant que coordinateur technique, compléta en expliquant les aspects techniques du projet. D'autres membres de l'équipe commencèrent à contribuer avec des idées, et bientôt, la salle vibrait, d'énergie créative. À la fin de la journée, Sophie était épuisée mais comblée. Son téléphone ne cessait de recevoir des messages. Madame Leclerc voulant savoir comment s'était passé son premier jour, sa grand-mère demandant si elle avait bien déjeuné, Isabelle envoyant des liens de cours qui pourraient être utiles. Quand tout le monde était déjà parti, Hélène apparut dans son bureau. « Alors, comment s'est passé le premier jour ?»« Intense, » répondit Sophie, souriant. « Mais incroyable. Tu sais ce qui m'a le plus impressionné? Comment les gens ici sont réceptifs aux idées différentes. » Hélène s'assit au bord du bureau. « Pas tous. Il y a encore beaucoup de résistance. Dans certains secteurs, certains directeurs pensent encore que c'est un projet voué à l'échec. C'est pourquoi nous devons avoir des résultats rapides, répondit Sophie, montrant à Hélène une feuille de calcul sur son ordinateur portable. J'ai déjà cartographié 50 petites entreprises qui peuvent bénéficier de notre système dans les 3 prochains mois. Et nous avons identifié 10 jeunes programmeurs de communauté qui peuvent être formés pour fournir un support local. Hélène sourit, impressionnée par la proactivité de sa nouvelle directrice. Tu sais, Sophie, quand Alexandre a insisté pour créer ce département, beaucoup pensaient que c'était juste un coup de marketing. Mais maintenant, je vois que c'est bien plus que cela. C'est une révolution silencieuse, compléta Sophie. Une qui se produit ligne de code par ligne, de code entreprise par entreprise, vie par vie. 3 mois s'écoulèrent depuis que Sophie avait pris la direction du Centre d'innovation sociale et technologique. Le projet pilote s'était étendu au-delà des attentes initiales. Plus de 70 petites entreprises utilisaient déjà le système et 15 jeunes programmeurs des quartiers étaient en formation. Cependant, tout n'était pas rose. Un mercredi matin, Sophie trouva son équipe agitée en arrivant au bureau. Patricia, son assistante, l'attendait avec une expression préoccupée. « Que s'est-il passé ?» demanda Sophie, sentant que quelque chose n'allait pas. « Il vaut mieux que tu vois par toi-même » répondit Patricia, lui remettant une copie du « Journal interne de Morel ». Dans la rubrique d'opinion, un article signé par François Dupont, directeur des RH, remettait en question l'efficacité réelle du nouveau département. Le texte, bien que diplomatique en surface, était une critique voilée de l'investissement de l'entreprise dans des projets expérimentaux au rendement douteux. « Il ne s'arrête pas là », continua Patricia. « Un document circule parmi certains. Cadre, suggérant que le budget du centre soit réorienté vers des domaines plus stratégiques. » Sophie s'assit dans son fauteuil, assimilant l'information. Elle savait qu'elle ferait face à des résistances, mais ne s'attendait pas à une attaque aussi directe. Thomas entra dans la pièce à ce moment-là, portant son ordinateur portable. « Tu as vu l'article ? Mais j'ai quelque chose qui pourrait t'aider, » dit-il, ouvrant une présentation. « J'ai compilé les données des 3 derniers mois. L'impact du projet est bien plus grand que ce que nous imaginions. Les chiffres étaient impressionnants. Les petites entreprises qui avaient adopté le système avaient enregistré une augmentation moyenne de 40% de leur chiffre d'affaires. Le taux de défaut de paiement des prêts bancaires parmi ces commerçants était tombé à presque 0. Et le plus surprenant, 3 des jeunes programmeurs en formation avaient déjà développé leurs propres applications
qui étaient testés par d'autres entreprises. « C'est incroyable, Thomas !» s'exclama Sophie. « Mais nous avons besoin de plus. Nous devons montrer que nous ne créons pas seulement un projet social, nous développons un nouveau modèle d'affaires. » Cet après-midi-là, Sophie avait une réunion prévue avec Hélène Vasseur. En entrant dans le bureau de la directrice, elle trouva non seulement Hélène, mais aussi Alexandre Morel. « Je vois que tu as déjà lu l'article de François », commença Hélène sans détour. « Oui, et j'ai également entendu parler du document qui circule », répondit Sophie, gardant son calme. « C'est pourquoi j'ai apporté ceci. » Elle ouvrit son ordinateur portable et commença à présenter les résultats compilés par Thomas, ajoutant une analyse coût-bénéfice qu'elle avait préparée pendant le déjeuner. « Intéressant », murmura Morel, qui était resté silencieux jusque-là. « Mais François a un point. Comment pouvons-nous garantir que c'est durable à long terme ?» Sophie sourit. C'était exactement la question qu'elle attendait. « C'est pourquoi je suis venu préparer avec une proposition », dit-elle, ouvrant une nouvelle présentation. « Ce qui a commencé comme un système pour petits commerces a évolué. Nous avons découvert que nos utilisateurs ont des besoins communs avec les grandes chaînes de distribution. Les problèmes de gestion des stocks, de contrôle financier et de relations clients sont universels. » Elle fit une pause, observant les réactions. « Nous développons une version enterprise du système, avec des fonctionnalités spécifiques pour les grandes entreprises. 3 chaînes de supermarchés ont déjà manifesté leur intérêt pour tester la plateforme. Et le meilleur, tout le développement est réalisé par les jeunes que nous avons formés, supervisés par notre équipe technique. » Morel se pencha en avant, visiblement intéressé. « Tu es en train de dire que tu as transformé un projet social en une unité d'affaires potentielle ?»« Exactement, » répondit Sophie, « mais en conservant l'ADN social du projet. Une partie des revenus générés par les versions corporate sera réinvestie dans la formation de plus de jeunes et dans le développement de solutions pour les petits entrepreneurs. » Hélène ne put contenir un sourire. C'était exactement le type de pensée disruptive qu'elle espérait lorsqu'elle a soutenu la création du centre. La nouvelle que de grandes chaînes de distribution s'intéressaient au système développé par le Centre d'innovation sociale et technologique se répandit rapidement dans les couloirs de Morel. Ce qui était auparavant considéré comme un projet expérimental commençait à attirer l'attention du marché. Sophie décida d'organiser un événement de présentation des résultats, mais pas dans le format traditionnel des entreprises. Le lieu choisi fut le centre communautaire de Belleville, et les présentateurs seraient les bénéficiaires même du projet. « Tu en es sûr ?» questionna Patricia, préoccupée par la logistique d'amener des cadres dans un quartier populaire. « Les directeurs sont habitués aux hôtels 5 étoiles et aux centres de congrès. »« C'est justement pour ça, » répondit Sophie. « Ils ont besoin de voir la réalité où la transformation se produit. » Le jour de l'événement arriva. Le centre communautaire avait été transformé. Un espace avait été préparé pour des démonstrations pratiques du système, un autre pour les présentations des jeunes programmeurs, et une zone avait été dédiée aux petits entrepreneurs qui utilisaient la plateforme. Madame Leclerc était là, fière, montrant sur une tablette comment le système avait révolutionné sa boulangerie. Avant, je perdais des produits tous les jours. Je ne savais pas exactement ce qui se vendait le plus. Maintenant, j'ai tout contrôlé du bout des doigts. Les jeunes programmeurs, vêtus de t-shirts du projet, démontraient les fonctionnalités qu'ils avaient développées. Pierre, un jeune homme de 19 ans qui, 6 mois auparavant, savait à peine allumer un ordinateur, présentait avec aisance un module d'intelligence artificielle qu'il avait créé pour la prévision de la demande. François Dupont, le directeur des RH, arriva avec un air peu enthousiaste. Mais au fur et à mesure qu'il circulait dans l'événement, son expression changea. Surtout quand l'un des jeunes programmeurs le reconnut. « Vous êtes le directeur des RH, n'est-ce pas ?» demanda le jeune homme. « J'ai lu votre article dans le journal interne. Je voulais vous montrer quelque chose. » C'était Raphaël, l'un des premiers participants du programme. Il conduisit François jusqu'à son ordinateur et lui montra un tableau de bord qu'il avait développé spécialement pour les départements de RH, intégrant la gestion des talents avec l'analyse prédictive des profils. « C'est impressionnant, » murmura François, sincèrement surpris. « Où avez-vous appris à faire ça ?»« Ici même, dans le programme, » répondit Raphaël. « Sophie nous a appris que la technologie n'est qu'un outil. L'important est de comprendre le problème que nous voulons résoudre. » De l'autre côté de la salle,
Alexandre Morel conversait avec animation avec une dame qui vendait des gâteaux faits maison. Elle lui expliquait comment le système l'avait aidé à étendre son commerce aux ventes en ligne, et maintenant, elle fournissait des cafés du centre-ville. Hélène rejoignit Sophie, qui observait tout depuis un coin. « Sais-tu ce qui est le plus incroyable ?» dit-elle. « Ce n'est pas seulement l'impact sur les entreprises, c'est de voir comment ces personnes ont retrouvé leur dignité, leur capacité d'agir. » Sophie acquiesça, émue. « Et ce n'est que le début. Nous avons des projets d'expansion vers d'autres quartiers, de création de centres de formation technologique, de développement de nouvelles solutions. »« Sophie !» appela Thomas, interrompant la conversation. « Tu dois voir ça !» Sur l'écran principal, une vidéoconférence était en cours d'établissement. Le visage qui apparut à l'écran fit figer Sophie. C'était le PDG de l'une des plus grandes chaînes de distribution d'Europe. « Mesdames et messieurs » commença-t-il, sa voix résonnant dans la salle maintenant silencieuse. « Nous avons suivi de près le développement de ce projet ces derniers mois. Ce que vous avez réussi à faire ici, unissant technologie, impact social et résultats pratiques, est exactement ce que nous cherchions. » Il fit une pause dramatique avant de continuer. « Nous voulons non seulement adopter le système dans toutes nos unités, mais aussi établir un partenariat pour étendre ce modèle de formation technologique à toutes les communautés où nous sommes présents. » La proposition de la chaîne de distribution tomba comme une bombe dans le monde des affaires. En moins d'une semaine, l'histoire du Centre d'innovation sociale et technologique faisait la une des principales revues économiques du pays. Sophie, la fille qui était arrivée en rollers à un entretien d'embauche, était maintenant présentée comme un exemple de leadership innovant. « Regarde ça », dit Thomas, montrant un magazine à Sophie dans son bureau. « Tu es dans la liste des 30 moins de 30 ans, les jeunes les plus influents du marché. » Sophie prit le magazine avec un mélange de fierté et d'embarras. Sur la photo, elle apparaissait souriante, avec en arrière-plan quelques-uns des jeunes programmeurs du projet. L'article soulignait non seulement ses réalisations professionnelles, mais surtout l'impact social de son travail. « Le plus important n'est pas mon nom sur cette liste », répondit-elle. « C'est de voir qu'ils comprennent enfin que l'innovation peut venir de n'importe où. » Cet après-midi-là, elle avait une réunion importante avec son équipe élargie. L'auditorium de Morel était comble. En plus de son équipe originale, il y avait des représentants des quartiers où le projet serait mis en œuvre grâce au partenariat avec la chaîne de distribution. « Notre plus grand défi maintenant, » commença Sophie, « est de grandir sans perdre l'essence. Nous ne voulons pas seulement installer des systèmes, nous voulons créer des centres d'excellence en technologie dans chaque quartier. » Patricia leva la main. « Mais comment allons-nous garantir la qualité de la formation dans tant d'endroits différents ?»« Bonne question », répondit Sophie, projetant une carte à l'écran. « C'est pourquoi nous avons développé le concept d'ambassadeur technologique. Chaque personne que nous formons dans le programme original dirigera un nouveau centre de formation. » Raphaël, le jeune qui avait impressionné François Dupont avec son tableau de bord RH, serait le premier ambassadeur. Il organisait déjà un groupe de 20 jeunes dans son quartier, les préparant au programme de formation. « Mais il y a plus », continua Sophie. « Chaque centre aura une spécialité, alors que certains se concentreront sur le développement de systèmes, d'autres se spécialiseront dans l'analyse de données, l'intelligence artificielle ou la conception d'interfaces. L'idée était de créer un réseau interconnecté de connaissances, où chaque quartier pourrait contribuer avec son expertise spécifique à des projets plus importants. C'était un modèle révolutionnaire de formation et de développement des talents. Au milieu de la présentation, Hélène entra discrètement dans l'auditorium. Elle observa avec satisfaction comment Sophie avait évolué en tant que leader. Sa présence était naturelle. Son autorité venait de la connaissance et de l'empathie, non de la hiérarchie. Après la réunion, Hélène appela Sophie pour une conversation. « Le conseil veut que tu présentes le projet à la convention annuelle de l'entreprise, le mois prochain à New York, » annonça-t-elle. « Ce sera ta chance de montrer au monde ce que nous faisons ici. » Sophie sentit un frisson dans son ventre. Une chose était de parler à son équipe ou à des entrepreneurs locaux. Une autre, bien différente, était de présenter à des cadres du monde entier. « Et il y a autre chose, » continua Hélène, hésitante. « Nous avons reçu un appel intéressant aujourd'hui. Une personne qui dit te connaître cherche à te contacter. » Le cœur de Sophie s'accéléra.
Quelque chose dans le ton d'Hélène la fit suspecter. « Qui ?»« Ta mère. » Le monde sembla s'arrêter. Un instant. Après plus de 10 ans sans nouvelles, pourquoi sa mère essayait-elle de la contacter maintenant? Et justement quand tout dans sa vie professionnelle allait bien, elle a vu ton histoire dans les médias, expliqua doucement Hélène. Elle vit à Boston, travaillant comme chercheuse dans une université. Elle a dit qu'elle aimerait beaucoup te rencontrer quand tu seras à New York. Sophie s'assit, essayant de digérer l'information. Sa mère, qui était partie quand elle était adolescente, promettant de donner des nouvelles et n'en donnant jamais, voulait maintenant des retrouvailles. Que devrait-elle faire? La nouvelle concernant sa mère ébranla Sophie plus qu'elle n'aurait voulu l'admettre. Ce soir-là, assise dans le petit salon de la maison avec Madame Dubois, elle essayait de comprendre ses propres sentiments. « Elle a toujours été comme ça », dit Madame Dubois, ses doigts agiles travaillant le tricot, comme toujours. « Ta mère a toujours eu cette façon, d'apparaître et de disparaître comme la nouvelle lune, mais cette fois, elle est restée trop longtemps sans se montrer. » Sophie observait sa grand-mère, remarquant pour la première fois quelques similitudes avec sa mère. La même façon de froncer les sourcils quand elle était pensive, les mêmes doigts longs et délicats. « Tu penses que je devrais la rencontrer à New York ?» Madame Dubois arrêta son tricot, regardant directement sa petite fille. « Oh, ma fille, certaines portes, on doit les ouvrir même sans savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Si on ne les ouvre pas, le doute rongera plus que n'importe quelle déception. » Le lendemain, au bureau, Sophie essayait de se concentrer sur la préparation de la convention. Mais ses pensées revenaient sans cesse à sa mère. Thomas, percevant sa distraction, suggéra une pause pour un café. « Tu sais, dit-il pendant qu'il marchait vers la cafétéria, parfois la vie met tout ensemble exprès. Tu vas présenter un projet qui parle de transformation et de reconnexion. Justement quand tu as la chance de te reconnecter avec ton propre passé. » Sophie sourit. Thomas avait ce don de trouver du sens dans les coïncidences. Et si elle s'intéresse à moi maintenant seulement parce que j'apparais dans les magazines? Parce que je suis devenu quelqu'un? Et si elle a toujours voulu te contacter mais ne savait pas comment? Et si elle avait honte? Et si elle attendait que tu sois bien établi pour ne pas sembler revenir par intérêt? Répliqua Thomas. On pourrait passer la journée sur des « et si ». La préparation pour la convention se poursuivait à un rythme soutenu. Sophie décida de faire quelque chose de différent. Au lieu d'une présentation traditionnelle, elle organisait une démonstration en direct connectant par vidéoconférence tous les centres de formation déjà en fonctionnement. Lors d'une des réunions de préparation, Alexandre Morel fit une suggestion intéressante. « Et si nous faisions quelque chose d'encore plus audacieux? Que dirais-tu d'annoncer à la convention que Morel va créer un fonds d'investissement spécifique pour les startups à impact social, géré par ton département? » L'idée était brillante. Le fonds ne fournirait pas seulement du capital pour de nouveaux projets, mais aussi du mentorat et un support technique de l'équipe du centre. C'était l'occasion de multiplier l'impact du travail qu'il faisait. Entre une réunion et une autre, Sophie prit enfin courage et répondit au contact de sa mère via Hélène. Elle accepta de la rencontrer à New York, mais proposa quelque chose de spécifique. Elle l'invita à assister à sa présentation lors de la convention. « Je veux qu'elle voie qui je suis devenu », expliqua-t-elle à Hélène. « Pas par orgueil, mais parce que cette histoire n'est pas seulement la mienne, c'est celle de tous ceux qui ont été à mes côtés quand elle n'y était pas. » La réponse vint le jour même. Sa mère acceptait non seulement l'invitation à la présentation, mais révélait qu'elle développait un projet d'inclusion numérique à l'université où elle travaillait. Elle voulait discuter de partenariats possibles. « Typique d'elle », commenta Madame Dubois quand Sophie lui raconta, « toujours à mélanger le personnel et le professionnel, exactement comme toi, ma fille. » L'observation de sa grand-mère fit réfléchir Sophie. Peut-être qu'elle et sa mère n'étaient pas si différentes, après tout. Toutes deux cherchaient à transformer des réalités par la technologie. Toutes deux avaient quitté leur zone de confort à la recherche de quelque chose de plus grand. 2 semaines avant la convention, Sophie décida de faire une visite surprise au centre communautaire de Belleville où tout avait commencé. Elle y trouva Raphaël, donnant cours à un groupe d'adolescents, leur apprenant à développer des applications mobiles. « Vous savez ce qui est le plus cool », dit l'un des élèves en la voyant entrer. « On n'apprend pas seulement à programmer, on apprend qu'on peut rêver grand. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Sophie. C'était exactement ce qu'elle
devait montrer à la Convention que la technologie n'était pas seulement une question de code et de système, mais de transformer des rêves en réalité. La semaine précédant le voyage à New York fut intense. Sophie partageait son temps entre les préparatifs finaux pour la présentation à la Convention et l'anxiété des retrouvailles avec sa mère. Dans son bureau chez Morel, elle répétait pour la 10e fois son discours quand Patricia entra avec une nouvelle surprenante. « Sophie, tu ne vas pas le croire, les gens de la Silicon Valley ont entendu parler de ta présentation. 3 grandes entreprises technologiques ont confirmé leur présence juste pour t'écouter. » La pression augmentait. Ce n'était plus seulement une présentation d'entreprise. Cela devenait un événement qui pourrait définir l'avenir du projet, et par conséquent, de centaines de jeunes qui en dépendaient. À la maison, Madame Dubois aidait sa petite fille à choisir les vêtements pour le voyage. Entre robes et tailleurs neufs, achetés spécialement pour l'occasion, la grand-mère trouva quelque chose au fond de l'armoire. Les vieux rollers. « Emporte-les, dit la vieille dame, essuyant la poussière des rollers. « Pour te rappeler d'où tu viens. » Sophie prit les rollers, émue. C'était plus qu'une paire de roues usées. C'était un symbole de son parcours. La veille du voyage, elle tint à visiter chacun des centres de formation. À Belleville, elle trouva Raphaël guidant ses élèves dans un projet spécial. Il développait une présentation virtuelle qui serait diffusée pendant la convention. « On veut leur montrer que la technologie n'a pas d'adresse fixe, » expliqua Raphaël fier, « que l'innovation peut naître n'importe où, pourvu qu'il y ait une opportunité. » Au centre d'appel où elle avait travaillé, son ancien superviseur l'accueillit avec une étreinte chaleureuse. Le système qu'elle avait suggéré avant de partir fonctionnait parfaitement, améliorant significativement les conditions de travail des opérateurs. « Tu n'as pas seulement changé ta vie, dit-il, tu as changé celle de beaucoup de gens que tu ne connais même pas. » À la boulangerie de Madame Leclerc, une surprise. Les petits commerçants du quartier avaient organisé une fête d'adieu. Chacun avait apporté un plat, et entre amuse-gueules et gâteaux, ils partagèrent des histoires de comment le système avait transformé leur commerce. « Nous t'avons apporté un cadeau, » annonça Madame Rose, la fleuriste. C'était un porte-document, en cuir véritable, avec les initiales de Sophie gravées. « Pour que tu portes tes documents là-bas à New York avec style. » Sophie sentit des larmes aux yeux. « Mais ça a dû coûter une fortune. » « C'était une collecte entre nous tous, » expliqua Monsieur Georges, de l'épicerie. « Chacun a donné un peu du profit supplémentaire qu'il a eu grâce à ton système. » De retour au bureau tard dans la soirée, Sophie trouva Hélène encore au travail. « Tu ne devrais pas te reposer pour le voyage demain ?» demanda la directrice. « Je n'y arrive pas, » admit Sophie. « Je pense à tant de choses. La présentation, les entreprises de la Silicon Valley, ma mère. » Hélène laissa ses papiers de côté et s'assit avec Sophie. « Tu sais, quand je t'ai vu arriver en roller ce jour-là, j'ai perçu quelque chose de spécial. Ce n'était pas seulement de la détermination, c'était de l'authenticité. Tu n'as jamais essayé d'être quelqu'un d'autre pour t'intégrer. C'est ce qui rend ton projet si puissant. Mais si je n'arrive pas à faire passer ce message là-bas, et si ma mère... » Sophie interrompit doucement Hélène. « Arrête d'essayer de tout contrôler. Parfois la vie prépare des surprises meilleures que ce que nous pourrions planifier. » Cette nuit-là, à la maison, Sophie ne parvint pas à dormir. Elle resta dans le salon, regardant les vieilles photos dans un album que sa grand-mère gardait. Il y en avait une en particulier qui attirait son attention. Elle, encore enfant, à côté de sa mère, toutes deux souriant devant un vieil ordinateur. « C'est ta mère qui t'a appris à aimer la technologie, » dit Madame Dubois, qui s'était réveillée et avait trouvé sa petite fille dans le salon. Elle disait toujours que les ordinateurs étaient magiques. Ils pouvaient transformer des chiffres en rêves. Sophie sourit, réalisant pour la première fois que sa passion pour la technologie était peut-être un héritage maternel. Est-ce que sa mère avait poursuivi son propre rêve à Boston? Avait-elle aussi trouvé sa façon de transformer des chiffres en rêves? New York accueillit Sophie par un matin froid et ensoleillé. Du taxi qui l'emmenait de l'aéroport à l'hôtel, elle observait les gratte-ciel de Manhattan reflétant la lumière du soleil, si différents des immeubles de Paris. Dans sa valise, outre les vêtements neufs et le porte-documents en cuir offert par les commerçants, se trouvaient les vieux rollers, son porte-bonheur. L'hôtel où la convention devait se tenir était imposant. Dans le hall, des cadres du monde entier circulaient avec leurs badges et tablettes. Sophie fut accueillie par Emma Thompson, la coordinatrice de l'événement,
qui la conduisit jusqu'à sa suite. « Votre présentation est l'un des événements les plus attendus », informa Emma. « Nous avons dû déplacer la conférence dans l'auditorium principal pour accueillir tous les intéressés. » Après s'être installée, Sophie décida de faire une reconnaissance des lieux. Sur le chemin de l'auditorium, elle rencontra Alexandre Morel en conversation avec quelques cadres. « Ah, Sophie, l'appela-t-il, viens rencontrer des personnes intéressantes. » Les cadres étaient des représentants des entreprises de la Silicon Valley. L'un d'eux en particulier attira son attention. « Votre projet m'a rappelé les premiers jours de la Silicon Valley, dit-il, quand nous croyions encore que la technologie pouvait changer le monde pour le mieux, pas seulement générer des profits. » De retour dans sa chambre, Sophie reçut un message. Sa mère était arrivée à New York et séjournait dans un hôtel proche. Elle suggérait un petit déjeuner le lendemain, avant la présentation. Sophie s'assit sur le lit, le cœur battant. Elle prit son téléphone et appela la seule personne qui pouvait la calmer à ce moment-là. « Mamie ? » ?»« Oui, ma petite. Tu es bien arrivée ?» La voix de Madame Dubois, même au téléphone, apporta un réconfort immédiat. Sophie lui raconta l'hôtel, les cadres, le message de sa mère. « Tu sais ce que tu dois faire ?» dit la grand-mère. « Écoute plus que tu ne parles. Parfois, le silence en dit plus que 1000 mots. » Le lendemain matin, Sophie arriva tôt au café, indiqué par sa mère, un petit établissement discret, loin de l'agitation des grands hôtels. Elle choisit une table près de la fenêtre et attendit, son cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Quand la porte du café s'ouvrit, Sophie reconnut immédiatement la femme qui entra. Marie-Claire avait vieilli, bien sûr, mais gardait la même élégance que Sophie se rappelait de son enfance. Ses cheveux, autrefois aussi noirs que ceux de sa fille, montraient maintenant des fils gris. Sophie. La rencontre fut moins dramatique que Sophie l'avait imaginé. Pas de larmes ou d'étreintes dignes d'un film. Juste deux femmes, assises dans un café à New York, tentant de reconstruire un pont sur une décennie de silence. Marie-Claire parla de son travail à Boston, de sa spécialisation en technologie éducative, développant des programmes pour rendre l'enseignement plus accessible dans les communautés défavorisées. « Quand j'ai vu ton histoire, les rollers, le projet social, tout, c'était comme regarder dans un miroir du passé, dit-elle. Tu fais ce dont j'ai toujours rêvé, mais pour lequel je n'ai jamais eu assez de courage. » Sophie écoutait, se souvenant du conseil de sa grand-mère sur la valeur du silence. Sa mère continua. « Je sais que je t'ai abandonné. Je sais que rien ne justifie d'avoir coupé le contact pendant si longtemps. Mais quand je t'ai vu dans les médias, développant un projet qui unit technologie et impact social, j'ai réalisé que, d'une certaine façon, même absente, j'ai réussi à transmettre ce qu'il y avait de meilleur en moi. » C'est alors que Sophie remarqua quelque chose sur la table de sa mère, une pochette avec le logo de l'université où elle travaillait. À l'intérieur, il y avait une proposition de partenariat entre son projet de technologie éducative et le Centre d'innovation sociale et technologique de Morel. « Tu n'es pas venu seulement pour me voir, n'est-ce pas ?» demanda Sophie, un sourire ironique aux lèvres. Marie-Claire rougit légèrement. « La reconnexion personnelle était la raison principale, je te le jure. Mais quand j'ai vu la portée de ton travail, j'ai pensé que nous pourrions peut-être construire quelque chose. Ensemble, unir nos expériences pour amplifier encore plus l'impact. » Sophie regarda sa mère, réalisant pour la première fois qu'elle ne ressentait plus ni colère ni rancœur, seulement une curiosité professionnelle sur la façon dont elle pourrait collaborer. « On pourrait commencer petit, » répondit-elle. « Peut-être un projet pilote à Boston. » Le reste de la journée fut un tourbillon de réunions et d'engagements. Sophie eut à peine le temps de vérifier les messages qui arrivèrent de France. Madame Dubois avait envoyé un message vocal ému, disant combien elle était fière. Thomas avait envoyé des photos de la célébration au bureau de Morel à Paris. Le soir, seule dans sa chambre d'hôtel, Sophie eut enfin un moment pour digérer tout ce qui s'était passé. Assise au bord du lit, elle prit les vieux rollers et les observa sous la douce lumière de la lampe de chevet. Son téléphone sonna. C'était un appel vidéo de Madame Leclerc. « Ma petite, tu ne vas pas le croire !» s'exclama la boulangère dès que Sophie répondit. « Après ta présentation, 3 personnes sont venues ici, voulant savoir comment fonctionne le système. L'une d'elles est propriétaire d'une chaîne de boulangerie. » Sophie sourit. C'était exactement ce qu'elle avait toujours voulu,
que son projet crée un effet domino, inspirant d'autres à voir des opportunités là où auparavant ils ne voyaient que des limitations. Le lendemain matin, avant de retourner en France, Sophie avait un dernier rendez-vous, un petit déjeuner avec sa mère. Cette fois, c'est elle qui choisit le lieu, un petit café à Brooklyn très semblable à la boulangerie de Madame Leclerc. « Tu sais, » commença Marie-Claire en remuant son café, « j'ai passé des années à me culpabiliser d'être partie. Je pensais t'avoir abandonné à ton propre sort. Mais hier, en te voyant sur cette scène, j'ai réalisé que peut-être que mon absence t'a forcé à développer une force que tu n'aurais pas su avoir. » Sophie réfléchit aux paroles de sa mère. « Peut-être, » répondit-elle, « mais je préfère penser que chaque expérience, bonne ou mauvaise, nous prépare à quelque chose de plus grand. Les rollers m'ont rappelé ça. Les rollers. Oui, ils n'étaient pas seulement un moyen de transport quand mon vélo est tombé en panne, ils étaient un symbole qu'il y a toujours un chemin, même quand toutes les portes semblent fermées. » Marie-Claire prit sa pochette, pas celle de la proposition de partenariat, mais une plus ancienne que Sophie n'avait pas remarquée auparavant. « J'ai apporté quelque chose pour toi, » dit-elle, en sortant une photographie jaunie. On y voyait une jeune Marie-Claire faisant du roller dans une rue de Boston, portant des livres universitaires. Le retour en France fut différent de tout autre voyage que Sophie avait fait. Dans l'avion survolant les océans, elle tenait 2 photographies, l'ancienne que sa mère lui avait donnée, montrant Marie-Claire jeune faisant du roller à Boston, et une nouvelle, prise au café de Brooklyn, avec mère et fille ensemble, après tant d'années. Mais ce n'était pas tout ce qui occupait ses pensées. Dans son porte-documents, il y avait maintenant des contrats de partenariat avec des entreprises de la Silicon Valley, une ébauche de collaboration avec l'Université de Boston et, plus important, le document officiel du nouveau fonds d'investissement, de Morel pour des projets de technologie sociale. Quand l'avion atterrit à Paris, une surprise l'attendait. Le hall de l'aéroport était rempli. Non seulement son équipe de Morel était là, mais aussi les jeunes programmeurs, les commerçants du quartier, sa grand-mère et même François Dupont, le directeur des RH qui avait été si sceptique auparavant. « Bienvenue » crièrent-ils. Tous en chœur. Madame Dubois fut la première à l'embrasser. « Alors, ma fille, comment était la rencontre avec ta mère ?»« C'était différent de ce que j'attendais, mamie, d'une bonne façon. » Sur le chemin de la maison, Sophie demanda au chauffeur de faire un détour par Belleville. Elle voulait voir comment les choses se passaient après son absence. À sa surprise, elle trouva le centre communautaire animé, même à cette heure. « On ne pouvait pas attendre ton retour », expliqua Raphaël, qui coordonnait un cours du soir. « Après ta présentation, le nombre d'inscrits a triplé. Nous avons dû ouvrir des classes supplémentaires. » À la boulangerie de Madame Leclerc, maintenant fermée à cette heure, une banderole encore accrochée disait « Ici a commencé une révolution ». Sophie sourit, se rappelant comment tout avait commencé, avec un simple système de contrôle de stock. À la maison, après que Madame Dubois fut allée se coucher, Sophie s'assit dans le petit salon avec son ordinateur portable. Elle commença à écrire un email à sa mère. Pas un email formel sur les partenariats et les projets, mais un personnel parlant de ses impressions de New York, de combien c'était à la fois étrange et familier d'être dans le même espace. Quel après tant de temps. Pendant qu'elle écrivait, une notification apparut sur l'écran. C'était un message de Thomas. Il avait compilé tous les résultats de la présentation à New York. L'impact avait été encore plus grand qu'il ne l'imaginait. 3 grandes entreprises avaient déjà confirmé des investissements dans le fonds, doublant la valeur initiale prévue. Mais ce qui attira le plus son attention fut une donnée spécifique. Dans les 24 heures suivant sa présentation, plus de 1000 petites entreprises de différentes régions de France s'étaient inscrites pour participer au programme. Ce n'étaient pas seulement des boulangeries et des épiceries, il y avait aussi des artisans, des petits producteurs ruraux, des coopératives. Ce qui a commencé avec des rollers devient un marathon, écrivit Thomas. Sophie sourit de la métaphore. Elle ferma l'ordinateur portable et alla dans sa chambre, où les vieux rollers occupaient maintenant une place d'honneur sur l'étagère. À côté d'eux, elle plaça les 2 photographies, celle de sa mère à Boston et la nouvelle des 2 ensemble. Son téléphone vibra, un message d'Hélène. «
Réunion demain, 9 heures. Nous devons commencer à planifier l'expansion internationale. Ah, et Alexandre veut discuter d'une idée. Transformer le centre en une unité d'affaires indépendante, avec toi comme PDG. Sophie relut le message plusieurs fois. PDG? Elle, qui il y a moins d'un an arrivait en rollers à un entretien d'embauche. Cela semblait irréel. Mais alors elle se souvint des paroles de sa grand-mère. Certaines portes, on doit les ouvrir, même sans savoir ce qu'il y a de l'autre côté. 6 mois après la présentation à New York, le Centre d'innovation sociale et technologique s'était transformé en quelque chose de bien plus grand que quiconque aurait pu imaginer. Maintenant, une unité d'affaires indépendante, bien que, faisant toujours partie du groupe Morel, le projet avait des bureaux dans 3 pays et plus de 50 centres de formation répartis dans différentes communautés. Par un matin spécial, Sophie était de retour à l'endroit où tout avait commencé, la boulangerie de Madame Leclerc. Mais cette fois, elle n'y était pas pour travailler. Elle était là pour inaugurer le premier centre de technologie et d'entrepreneuriat de Belleville, installé dans un bâtiment rénové à côté de la boulangerie. « Qui l'aurait cru, hein ?» commenta Madame Leclerc, servant du café aux invités de l'inauguration. « Ma boulangerie est devenue un site touristique. Le nouveau centre était bien plus qu'un espace de formation. C'était un hub complet d'innovation avec des ordinateurs de dernière génération, un espace de coworking, un laboratoire de prototypage et, le plus important, un incubateur de start-up sociales. Parmi les invités spéciaux figurait Marie-Claire qui avait volé spécialement de Boston pour l'événement. Ces derniers mois, mère et fille avaient développé non seulement une relation personnelle reconstituée, mais aussi un partenariat professionnel florissant. Le programme de technologie éducative que Marie-Claire développait à l'université faisait maintenant partie intégrante du curriculum des centres de formation. « Tu as réussi à réaliser le rêve que je n'ai pas eu le courage de poursuivre », dit Marie-Claire à sa fille durant la cérémonie. Alexandre Morel, également présent, appela Sophie pour un moment spécial. La signature du document qui officialisait l'indépendance du centre, maintenant rebaptisé Tech Change Global. « Sais-tu ce qui m'impressionne le plus ?» dit Morel tout en signant les papiers. « Ce n'est pas le succès du projet en soi, mais comment tu n'as jamais perdu l'essence. Tu es resté la même personne qui est arrivée en rollers à cet entretien. » La cérémonie d'inauguration était retransmise en direct dans tous les centres de formation. Sur chaque écran, les visages souriants de jeunes programmeurs, petits entrepreneurs et étudiants montraient que la transformation était réelle et se multipliait exponentiellement. Raphaël, maintenant directeur technique de TechChange, présenta la dernière création de l'entreprise. Une plateforme qui connectait tous les centres dans un réseau collaboratif de développement. Chaque ligne de code que nous écrivons ici peut aider une entreprise de l'autre côté du monde, expliqua-t-il. C'est la technologie sans frontières, exactement comme tu l'as toujours rêvé, Sophie. À la fin de la cérémonie, quand ici, la plupart des invités étaient déjà partis. Sophie trouva un moment pour rester seule dans le nouveau centre. Elle marcha dans les couloirs, observant les photos au mur, une chronologie qui racontait l'histoire du projet, des rollers jusqu'à ce moment. Madame Dubois la trouva là, contemplative. « À quoi penses-tu, ma fille ?»« Ah, comme la vie fait des tours, mamie. Ah, comme parfois nous devons perdre quelque chose pour trouver quelque chose de plus grand. » La grand-mère sourit, compréhensive. « Et à comme parfois nous devons partir pour pouvoir revenir plus fort. » Sophie acquiesça, pensant à sa mère, à son propre parcours, à tous les chemins qui l'avaient menée jusque-là. Elle prit son téléphone et ouvrit l'appareil photo. Elle voulait immortaliser ce moment. Dans le cadre, elle captura non seulement l'espace moderne du centre, mais aussi, à travers la fenêtre, la boulangerie de Madame Leclerc, où tout avait commencé. C'était une image qui symbolisait parfaitement son histoire, l'union entre le nouveau et le traditionnel, entre technologie et humanité. Tu sais ce que j'ai appris